Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une démarche holistique de la santé. Alors, aujourd'hui je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne finalement retrouve de l'énergie, un poids idéal, la forme, la sérénité, mais sur le long terme? Est-ce un programme magique qui serait idéal pour la perte de poids, pour l'élimination de la douleur, pour la sérénité, l'optimisme? Ou est-ce que c'est un expert en particulier, comme l'entraîneur qui arriverait à faire réussir n'importe quelle équipe? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de magique derrière? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ce qui fait la différence, et on le voit dans certaines histoires et témoignages personnels, je pense que c'est vraiment l'engagement personnel dans un programme, dans un changement complet au niveau de la santé. C'est finalement avoir un objectif qui sera plus grand que les obstacles qui pourraient se mettre en travers du chemin de la personne, de l'individu. Je vous partage une petite anecdote. Il y a au moins une quinzaine d'années, je donnais une conférence dans un gym, dans un fitness à Bruxelles, dans lequel je travaillais depuis plusieurs années, une conférence justement sur la santé globale. Et on abordait par exemple le fonctionnement de chacun avec un modèle qui est certes très vulgarisé aujourd'hui, mais qui offre des perspectives de compréhension. C'est le modèle entre le fonctionnement d'un cerveau gauche qui est plutôt cartésien, et donc une personne qui aura besoin de détails et d'un programme minutieux, et les personnes qui fonctionnent davantage selon leur cerveau droit, donc de manière plus globale, qui auront besoin de liens, qui auront besoin de directives et qui vont y arriver sans avoir toutes les étapes. Certaines personnes ont besoin d'aller de A à B, C, D, E, F, et que l'on leur explique chaque étape, et puis d'autres, on leur dit A, M, Z, et ils vont trouver la solution entre les différentes étapes. Bien, cette personne était dépressive depuis la naissance de sa fille. Donc, sa fille avait 16 ans, donc c'était vraiment quelqu'un qui était dans des fausses croyances concernant sa santé, concernant sa capacité de s'en sortir. Et durant la conférence, il y a quelques informations qui ont vraiment percuté, qui ont vraiment donné un sens à ce qu'elle vivait. Elle s'est prise en main et je l'ai revue 2 ans plus tard. Elle était sortie de sa dépression, elle avait repris des études, elle était vraiment une femme épanouie. Est-ce que c'est ma conférence qui a fait la différence? Est-ce que c'est moi qui fais la différence dans son quotidien? Je ne pense pas. Je pense que c'est elle qui a pris l'information et qui s'est engagée dans un changement en se disant « Stop, maintenant, je ne veux plus rester dans ce cercle vicieux ». Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de formule unique. Et d'où l'importance de pouvoir, en tant que personne, à l'image de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tu connaîtras la manière dont le monde fonctionne. Un autre exemple, c'est que la semaine dernière, je posais une question sur un groupe de thérapeutes pour un de mes clients, et c'est une ancienne cliente qui a répondu et qui m'a dit « Ah David, c'est marrant de se retrouver ici. Depuis notre coaching, j'ai changé de carrière, je me suis formé à la thérapie dans l'école une telle et me voilà maintenant épanoui et en pleine forme. » Ça, c'est vraiment au cœur même de mon travail. In shape to grow. Être en forme pour bien grandir émotionnellement, mentalement et spirituellement, et trouver l'énergie pour pouvoir justement trouver la sérénité au quotidien, trouver son équilibre optimal. Même s'il est dynamique, cet équilibre optimal existe et il est unique. Il y a des bases, certes, on en a parlé dans l'épisode précédent avec Nina, les bases sont pareilles à toutes et tous, néanmoins, il y aura des différences à pouvoir mettre en avant pour vraiment atteindre cette santé optimale. Alors,
Restez jusqu'au bout de cet épisode parce que je vous proposerai en cadeau un outil très très puissant pour pouvoir justement vous guider vers votre idéal. Donc cet épisode, j'aimerais l'intituler « Pourquoi révolutionner sa vie pour trouver l'équilibre ?» Récemment, sur le post d'un ami, Matt Boulet, qui partageait une citation de Tony Robbins sur le changement, rien ne changera si on n'est pas capable de sortir de sa zone de confort, je commentais, oui, nous avons besoin de mini-révolutions individuelles et je pense que c'est vraiment ce dont nous avons tous et toutes besoin, quel que soit le niveau de forme, d'équilibre dans lequel nous sommes. Évidemment, si vous avez déjà l'équilibre parfait, la sérénité, la santé, l'épanouissement, vous n'avez pas besoin de ces conseils. Évidemment, vous avez trouvé votre formule magique et j'y reviendrai justement dans une très belle métaphore en fin d'épisode. Donc, au départ, en fait, il y a toujours un mal-être bien souvent physique, voire mental, mais du coup, on ne va pas spécialement penser à se remettre en forme, mais dans mon domaine, c'est essentiellement, à la base, un malaise physique qui va venir pousser les gens à demander de l'aide. Ça peut être une prise de poids, une résistance à la perte de poids, de la fatigue chronique, du stress qui est de plus en plus important, des maux de dos, bref, ça peut être n'importe quoi. Et puis, dans un premier temps, les gens vont souvent se prendre en main seuls, ils ne vont pas spécialement faire appel, ils vont se lancer dans un programme. Aujourd'hui, il y a énormément, justement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la disponibilité des applications par exemple, des solutions, et les gens vont se lancer pour changer quelques trucs à gauche, à droite, boire un peu moins d'alcool, refaire un peu de sport, suivre le jeûne intermittent parce qu'on dit que c'est magnifique et que c'est révolutionnaire. Et les gens vont tenter l'aventure par eux-mêmes. Je le vois d'ailleurs dans mes questionnaires. Je vois qu'ils ont testé plusieurs choses et qu'en général, ils ne sont pas à leur première expérience. Ensuite, les gens sentent qu'ils n'y arriveront pas tout seuls, que malgré quelques séances, malgré la reprise du sport, l'arrêt de l'alcool, il n'y a pas de changement. Et donc, ils vont vraiment aller vers un expert et se dire, tiens, si je prends un entraîneur, si je prends un nutritionniste, un diététicien, un coach mental, ça va aller. Parce qu'on est encore sur cette vue très isolée. Par exemple, pour la perte de poids, il faut manger moins et bouger plus. Et malheureusement, c'est rarement le cas. C'est parfois le cas, mais c'est rarement le cas. Donc, après quelques résultats ou pas, les gens finalement reviennent à leur niveau de départ et donc, comme je le disais, ils vont aller voir un expert. Parce que seuls, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver et que finalement, ils font un effort dans un côté, mais ça crée des frustrations de l'autre, et puis ils abandonnent, et puis ils reprennent, et puis finalement, il y a des années qui passent et ils n'ont pas le résultat qu'ils espèrent. Maintenant, l'autre problématique, c'est qu'ils vont parfois être perdus face à tout ce qui est proposé aujourd'hui. Surtout, certains vont dire qu'il faut faire l'option A, d'autres ne jureront que par l'option B. C'est parfois opposé, on en a parlé, c'est le problème de la pensée extrême aujourd'hui. Ça, c'est la solution, il n'y a pas d'autre solution possible. Dans ce podcast, je vous invite à trouver la voie du milieu et surtout la voie qui vous correspond, la voie VOIE et la voie VOIX. Et donc, la question suivante, c'est finalement par où commencer. Si je veux perdre du poids, mais qu'en même temps j'ai mal aux épaules, et la douleur est insupportable, c'est difficile de faire des efforts au niveau alimentaire, de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes au niveau alimentaire, si systématiquement on a mal, on dort mal, on est fatigué le lendemain, et puis on craque parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, et on mange n'importe quoi. Donc c'est un peu la panique, et c'est souvent un peu la perte de priorité. C'est là en général que tôt ou tard, mes clients arrivent soit sur une de mes vidéos, soit via une formation. J'ai énormément d'anciens stagiaires qui veulent se remettre en forme eux-mêmes pour devenir de meilleurs entraîneurs, de meilleurs coachs en nutrition, de meilleurs coachs de vie, et qui viennent faire appel à mes services. Et dans mes questionnaires, justement, j'ai une série de questions qui me permettent d'évaluer le degré de conscience
de mes clients. Par exemple, j'ai une question, on l'a découverte dans l'étude de cas il y a quelques semaines, quelques épisodes avec Béatrice, c'est est-ce que votre santé semble devenir meilleure, plus mauvaise ou sensiblement identique ces derniers temps? Bien souvent, les gens me disent que ça devient de moins en moins bon. Donc là, ils se disent, il faut changer. Je remarque qu'ils ont déjà fait des régimes alimentaires, ils ont déjà été voir des ostéopathes, ils ont déjà été voir des thérapeutes. Mais il n'y a pas de lien entre tous ces thérapeutes, tous ces spécialistes. Rappelez-vous, dans la modélisation optimale de la santé, je vous parle de votre staff. Pour moi, c'est très important d'avoir toutes ces informations et de réunir tout ce que ce staff personnel vous a apporté. Bien souvent, si mes clients sont allés voir un acupuncteur, je leur demande, tiens, mais selon votre acupuncteur, quel est l'organe plus faible? Alors évidemment, si vous êtes tombé sur un acupuncteur asiatique, ils n'ont pas l'habitude de parler énormément, donc il faut un peu les cuisiner. J'avais un super acupuncteur à Bruxelles, Monsieur Bao, pour ceux qui connaissent éventuellement. Maintenant, il ne pratique plus. Et il a fallu 2-3 séances avant qu'il entame la conversation, qu'il aille un peu plus loin que mes questions. Et donc, c'était vraiment à l'ancienne, à l'asiatique. Hop, on traite, bonjour, au revoir. Jusqu'au jour où il m'a dit, Monsieur Germeau, si c'est trop chaud, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, canard laqué. Alors là, je me suis rendu compte de son sens de l'humour, c'était extraordinaire et à partir de là, on a eu de très belles conversations. Autre question, c'est quelle est la problématique principale pour laquelle vous venez faire appel à moi? Donc parfois c'est perte de poids, parfois c'est épuisement, c'est stress, mais la question suivante est vraiment importante pour moi parce qu'elle est la suivante. Pensez-vous que ces symptômes sont une conséquence superficielle ou est-ce le résultat de défis plus profonds? Là, je peux tout de suite voir si la personne est déjà consciente que sa résistance à la perte de poids, que ses douleurs chroniques, que sa fatigue chronique n'est pas simplement liée à quelques déséquilibres du comportement, mais peut-être des croyances, des émotions qui sont enfouies de manière beaucoup plus profonde. C'est là, en général, qu'il y a un nouvel obstacle qui se présente aux individus, à mes clients en général. C'est que je vais commencer par les bases. Quelles sont les stratégies de récupération active optimales pour vous aujourd'hui? J'ai certaines personnes à qui je vais demander de diminuer le volume d'entraînement, par exemple. Les bases de la nutrition, avec l'apport de calories, des macronutriments, des micronutriments, une densité nutritionnelle optimale, donc la qualité alimentaire est vraiment importante, bien avant la quantité de calories. C'est tenter de manger 3000 kcal de tomates par rapport à 3000 kcal venant d'une pizza. Vous verrez que c'est plus difficile de manger 3000 kcal en tomates. Quelles sont les habitudes en termes de mouvement et pas uniquement au niveau du sport? Et quelle est la motivation profonde de la personne? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour aller au-delà de cette problématique de poids, de stress, de douleur, etc. Et qu'est-ce qu'elle est capable d'éliminer, de sacrifier pour ce résultat? Donc les premières recommandations sont très simples. C'est une hydratation optimale, c'est de bouger, c'est de respirer. Et bien souvent, j'ai là un premier frein parce que les gens me disent « oui mais c'est trop simple, ça c'est facile. Si grâce à ça je pouvais enfin perdre du poids », et quand on parle ici d'une perte de poids, c'est une perte de poids à long terme, sans frustration, sans programme drastique. Eh bien ça se saurait, mais non. Effectivement, l'hydratation, je le répète, est souvent sous-estimée. La respiration commence petit à petit à prendre de l'importance, mais bien souvent sous-estimée aussi. Et les gens pensent que ces changements sont trop simples pour être vrais. Il faut la formule magique, le truc qu'on ne connaîtrait pas encore. Alors que si vous mangez mal, si vous respirez mal et si vous ne consommez pas d'eau, eh bien ça peut avoir des conséquences, évidemment, sur 10, 15, 20 ans de mauvaises habitudes assez désastreuses. Les gens veulent en général se faire mal. C'est paradoxal, parce que quand ils ont trop mal, ils râlent, mais quand ils ont pas mal, ils râlent aussi. Là où
les choses changent, c'est quand les premiers résultats arrivent malgré ces changements simples. Et là, les gens se disent, waouh, finalement, je n'ai pas faim, ce n'est pas frustrant, je sais m'adapter et je perds du poids, je me sens mieux, je dors mieux, je suis moins stressé. Parfois, le poids est vraiment ce qui arrive en dernier, évidemment. Donc, ce n'est pas toujours évident de maintenir la motivation. Mais c'est pour ça que la motivation finale doit être supérieure aux obstacles. Et les obstacles, ça peut être le manque de résultats sur la balance, par exemple. D'accord? Parce qu'il faut prendre du temps. Si vous avez un excédent de poids depuis 15-20 ans, ce n'est pas en une semaine qu'on va commencer à entamer cette perte de poids. Pas toujours. Parfois c'est possible. Ça dépend vraiment de l'hygiène de vie au quotidien et finalement de tous les mécanismes qui se sont mis en place pour arriver finalement à cette situation, qui est toujours une situation logique pour l'organisme. Le corps, la physiologie est toujours là pour notre survie. Il y a toujours une raison. Et ces changements ne sont pas des changements incroyables au niveau alimentaire, ce n'est pas une préparation au marathon olympique, c'est vraiment des choses du quotidien qui, comme je l'ai déjà dit, cette citation de Sean Crochton, petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Alors, avec le temps, néanmoins, ces éléments de base, ces changements de base dont nous avons longuement parlé avec Nina Voigt dans l'épisode précédent, eh bien, ça commence à faire stagner les résultats. Et là, c'est là que bien souvent, je dois travailler sur les autres éléments, les émotions, les freins liés aux croyances, les changements plus profonds. Et c'est là que la résilience et la persévérance de la personne devra être optimale pour surmonter ces obstacles. Dans une quête, à l'image de la quête du héros de Joseph Campbell, il y a ces différentes étapes, on se rend compte qu'il y a un changement à faire et puis on hésite, puis finalement on se décide, on rencontre la personne qui va nous permettre d'avancer et puis dans ces changements on a petit à petit des progrès et puis on va tôt ou tard être face à un challenge. Et là c'est justement stagnation, challenge émotionnel, quelle étape supplémentaire je suis prêt ou prête à faire pour pouvoir justement passer ces échecs qui m'ont conduit à 10, 15, 20 ans de souffrance au niveau du poids, au niveau de la douleur, au niveau de la fatigue, etc. Exemple, récemment, j'ai un client avec lequel j'ai de grosses difficultés de lui faire perdre du poids. Il a un passé déjà émotionnel intense. Il a perdu du poids il y a 15 ans, mais il était célibataire avec un régime drastique qui, à mon sens, ne lui a pas fait du bien du long terme. Aujourd'hui, il stagne à 90 kg alors que son poids de forme est à 82. Et je suis persuadé qu'il y a une intoxication à une toxine, soit les mycotoxines, soit des métaux lourds, dont je cherche, mais il freine. C'est comme si il n'y croyait pas et que pour lui, malgré les changements, ce n'est finalement que bouger plus et manger moins qui fera la différence. Mais manger moins, il est dans l'émotion, donc il est difficile de dire non. Et en plus, sa belle famille est italienne, donc intolérance au gluten. On l'a vu dans son test ADN, mais il hésite. Donc tous ces éléments-là font que les obstacles, que ce soit la famille, que ce soit l'envie de grignoter, que ce soit ses croyances, eh bien, sont plus forts que son envie de perdre du poids, de se retrouver en forme. Parce qu'il est jeune, cet excédent de poids, pour moi, cache quelque chose. C'est pas le fait d'être avec un code Apollon, d'avoir les tablettes de chocolat, c'est de se dire quels sont les éléments qui, derrière ces 8 kilos de trop, font que il y a un déséquilibre, une inflammation, il y a une résistance, il y a un élément qui provoque cette résistance à la perte de poids, malgré une bonne hygiène de vie, avec un sommeil qui n'est pas parfait mais qui est pas mal, avec effectivement un régime alimentaire qui n'est pas parfait mais qui n'est pas désastreux non plus, avec une activité physique, avec quelqu'un qui n'est pas sédentaire, donc logiquement il devrait être avec un poids idéal. Donc il y a des choses qui le freinent. Je lui ai d'ailleurs donné 4 défis à relever, et une fois qu'il aura relevé les 4 défis pendant au moins 3 semaines, il peut revenir me voir. Là, je l'ai repoussé un peu dans ces
retranchement pour pouvoir le secouer. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Finalement, à lui donner des stratégies qui ne donnent pas de résultats, c'est frustrant pour lui, mais c'est problématique pour moi aussi, pour la qualité de mon travail. Parce qu'il les suit à 50%, parce qu'il y a toute une série de stratégies sur lesquelles il freine, sur lesquelles il procrastine. Une des questions que je pose alors à ce moment-là, c'est que se passerait-il si dans 5 ou 10 ans, tu es toujours au même niveau, si rien ne change? Bien souvent, là, les gens commencent à se rendre compte de l'importance du changement aujourd'hui et des conséquences que ça peut avoir sur la réalisation de certains projets, sur la disponibilité avec la famille, sur l'équilibre émotionnel, sur la satisfaction dans certains défis, dans certains projets. Quels sont les risques pour ma santé à long terme? Suis-je prêt à sacrifier ma satisfaction personnelle à court terme pour un bénéfice à long terme? Ça, c'est un vrai challenge. C'est la dépendance à la dopamine, dont on a déjà parlé également. Quelles seraient les opportunités que je risque de perdre en restant dans cette situation? C'est vraiment une prise de conscience. C'est ce qui revient de manière, je dirais, systématique ces derniers mois, quelle que soit la thématique sur laquelle je vais travailler pour un podcast, quelle que soit l'interview que je vais faire avec un invité ou une invitée, cette prise de conscience revient. Prendre conscience des liens émotionnels avec la problématique. Prendre conscience des répétitions dans l'arbre généalogique, par exemple. Prendre conscience de ce que l'on fait pour nous a un impact pour la famille, mais également, comme on en a déjà parlé, les amis des amis de nos amis. Ça fait vraiment un effet boule de neige. Donc on ne travaille pas seul et on ne travaille pas que pour soi. Nous sommes aujourd'hui dans un tournant important et nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons faire ce que j'appelle des mini-révolutions dans chacun de ces domaines. On ne peut plus prendre quoi que ce soit comme étant optimal. Nos moyens de déplacement, notre niveau d'activité physique sur la journée, sortir de la sédentarité, c'est plus de 6500 pas. Si vous êtes en télétravail, c'est un vrai défi. Mais on ne peut pas être en bonne santé sans avoir un minimum de mouvement sur la journée. Aujourd'hui, nous avons des stratégies, que ce soit Seven Movement, que ce soit les podomètres, que ce soit d'autres micro-entraînements sur la journée, qui permettent justement, en étant en télétravail, de rester actif. L'alimentation, quel que soit votre choix alimentaire, vous devez aller chercher de la qualité, vous devez prendre le temps de cuisiner. Tous ces éléments qui sont des comportements naturels de l'être humain, hérités de 10 000 ans, 100 000 années, 1 million d'années d'habitude. La cuisson, par exemple, on en a parlé avec Nina la semaine dernière, la cuisson est importante pour diminuer le travail de la rate par rapport à l'estomac. C'est de la médecine chinoise. Mais dans notre évolution, on sait que c'est au moment où on a commencé à cuire notre alimentation que le cerveau s'est développé. Pourquoi? Parce que le corps dépensait moins d'énergie pour la digestion, donc on en avait plus pour le cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, on a une alimentation industrielle qui est hyper cuite, donc on ne dépense plus d'énergie pour la digestion, mais en même temps, si on se retourne directement vers une alimentation crue, comme certains peuvent avoir ces comportements extrêmes dont je parlais tout à l'heure, la solution n'est pas de manger tout cru, parce qu'à ce moment-là, vous avez un corps qui est déjà épuisé par un excès de stress mental et un manque de bon stress physique. Du coup, le fait de manger cru va épuiser davantage la rate. Je vous réfère à l'épisode précédent. Et donc, vous allez finalement épuiser davantage le corps. Résistance à la perte de poids, fatigue, problèmes de sommeil, etc. Quel est le rythme de vie optimal que vous avez? Ça, c'est un autre exemple. En ce moment, je suis un couple de kinésithérapeutes. Ils sont adorables. Ils ont fait des formations avec moi. Ils ont déjà changé énormément de choses dans leur quotidien.
Ils ont décidé d'aller une étape plus loin. Hein, rappelez-vous, dans les différentes étapes de la quête du héros, ils ont fait des changements eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de soutien. On a fait un test ADN. Bonne nouvelle, le test ADN du jeune homme est cohérent avec la batterie d'évaluation qu'on avait fait ensemble. Donc ça veut dire que ce jeune homme a déjà une bonne auto-évaluation et que les tests ADN sont venus confirmer finalement ce qu'on avait déjà observé par rapport à ses points faibles dans son quotidien. Ici, à présent, il sait que c'est génétique et donc il ne peut pas bypasser ses faiblesses. Exemple, il a un système circadien qui est relativement fragile et donc le fait de sortir tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs jusqu'à pas d'heure crée une fatigue jusqu'au jeudi, il me l'a avoué. Mais si on sait que c'est une faiblesse génétique de son système circadien, eh bien lorsqu'il sort, il doit pouvoir, à l'image d'un sportif de haut niveau, avoir des stratégies qui vont minimiser les effets de fatigue. Autrement, il le paye jusqu'au jeudi de la semaine d'après. Sa compagne, elle, est également dans un frein par rapport justement à ces programmes circadiens, parce que ça, je leur ai déjà donné, même avant leur analyse génétique, et ils prenaient ça de manière un peu aléatoire. Ils voulaient bien m'écouter sur le programme alimentaire, parce que c'est justement dans une formation de coaching en nutrition qu'ils m'avaient suivi. Au niveau physique, ils ont déjà leur programme, j'ai essayé de périodiser un petit peu leur programme, parce que lui fait du crossfit, et visiblement, d'un point de vue génétique, là aussi, eh bien, il est plutôt bon au niveau musculaire, mais il est plutôt faible au niveau cardiovasculaire, avec une faiblesse au niveau de la récupération. J'avais une hypothèse de surentraînement qui le fatiguait aussi régulièrement, qui s'est améliorée avec certaines stratégies, mais là on voit effectivement que des séances CrossFit trop axées sur le cardio finiront par l'épuiser. Donc là aussi, il doit changer certaines choses. Ça, il l'a compris. Mais le fait d'avoir des routines matinales, des routines du soir, ça semble être un peu trop léger, c'est facile, ils ne l'ont pas mis en place parce que justement, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Donc là, important, mini-révolution au niveau de la discipline qu'on peut se donner au niveau d'un programme quotidien. Mini-révolution au niveau de la qualité de ce que vous allez mettre dans votre système digestif. Nous sommes ce que nous mangeons, voire ce que nous ne digérons pas ou n'éliminons pas. Merci Paul Check. Une mini-révolution au niveau de la pratique quotidienne. Le NAP. Si vous êtes en télétravail, vous devez développer des stratégies spécifiques sur la quantité de mouvements que vous allez faire sur la journée. Quel sport? Je lisais récemment encore un article sur l'importance du développement de la masse musculaire. Alors c'est paradoxal parce que si vous regardez l'évolution justement du fitness, qui reste une des solutions bien souvent choisies pour améliorer sa santé, eh bien mes grands-parents ne connaissaient pas le fitness. Ils étaient plutôt dans des jobs actifs. Et puis on s'est rendu compte qu'avec le développement du secteur tertiaire et des employés, eh bien, on était de plus en plus sédentaires. Et donc on a utilisé ce qui existait, c'est-à-dire les salles de musculation, des bodybuilders, et on les a utilisés pour la remise en forme. Mais on s'est rendu compte, on a cru que développer la masse musculaire, c'était dangereux pour le cœur parce que ça montait la fréquence cardiaque trop élevée. Et non, il fallait faire du cardio. Donc moi étant plus jeune, les premières salles de fitness, vous aviez énormément de salles de musculation et quelques vélos dans un coin. Et puis petit à petit, on a eu de moins en moins de machines de musculation avec de plus en plus de machines cardiovasculaires. J'ai eu l'occasion à Paris de donner une formation dans une salle où il y avait plus de 100 tapis roulants. Imaginez, aux heures de pointe, plus de 100 tapis roulants qui fonctionnent en même temps. Vous avez des personnes qui peuvent faire des crises cardiaques après ou alors qu'ils font un footing. D'accord? Donc ce n'est pas parce que vous avez une bonne condition physique que vous allez avoir une meilleure longévité, une meilleure santé. La masse musculaire est importante. Et c'est marrant parce que dans les années 2000, on a commencé à augmenter un petit peu finalement et à rééquilibrer le rapport entre cardiovasculaire et musculaire.
Et aujourd'hui, finalement, les nouvelles salles de fitness sont de plus en plus des salles fonctionnelles où on va mélanger justement le cardio, le renforcement musculaire dans les 3 plans. Important de pouvoir renforcer votre corps dans les 3 plans. Avec l'expérience, j'ai développé un système de remise en forme selon 7 critères ou 7 étapes. Et là, hop, on revient sur l'importance de la respiration et du système nerveux autonome. Ça ne sert à rien d'aller s'entraîner, de faire du work-out, d'aller transpirer si au départ, vous n'avez pas les ressources. On revient par rapport au volume de stress que vous avez dans votre vie. Les 7 sources de stress, ça aussi j'en ai déjà parlé. Donc je reviens sur les 7 étapes. 1, système nerveux. 2, la mobilité, la souplesse. 3, la stabilité. 4, l'endurance. 5, la force. 6, l'agilité. Et 7, l'explosivité. Vous n'avez pas besoin des 7 étapes. Vous avez peut-être probablement besoin des 5 premières étapes. Voire la 6e, l'agilité, c'est toujours bien aussi. Les réflexes. Mais pour ça, il faut avoir un bon système nerveux, il faut avoir une bonne souplesse, il faut avoir une bonne stabilité, il faut avoir un minimum d'endurance et un minimum de force. Je reviens sur cet article lu cette semaine, on se rend compte que le muscle est un organe de la longévité. Et que si le diabète, si les maladies chroniques, si l'obésité prennent de plus en plus de place dans notre société aujourd'hui, c'est pas uniquement parce qu'on mange de trop, c'est parce qu'on a justement une masse musculaire qui diminue. À l'âge de 40 ans, vous commencez à perdre 1% de votre masse musculaire si vous n'avez pas des stratégies pour les maintenir en bonne santé. Pas pour ça, pas nécessaire de devenir des Apollons ou des Athéna pour avoir une bonne longévité, mais il faut entretenir cette masse musculaire. Du coup, je répète également les 7 sources de stress pour ceux et celles qui m'entendent pour la première fois. On a le stress physique, positif et négatif. On a le stress biochimique, positif et négatif. On a le stress chimique, positif et négatif. Le stress climatique, le stress électromagnétique, le stress émotionnel et le stress psychologique. Vous avez besoin de bons stress dans ces 7 domaines et il faut diminuer le stress négatif dans ces 7 domaines. Donc tout cela doit faire partie, sont des ingrédients pour des mini-révolutions personnelles. Oui, certaines personnes devront changer de métier s'ils veulent atteindre une santé optimale. Je pense à ceux qui ont travaillé pendant la nuit pendant plus de 20 ans. On sait combien le manque de sommeil peut être un facteur inflammatoire, augmenter la prise de poids, augmenter l'inflammation et donc le risque de développer une maladie chronique. L'inflammation de bas grade étant à la base de la majorité des maladies chroniques. Donc ce n'est pas en mangeant moins que vous allez y arriver, ce n'est pas en bougeant plus que vous allez y arriver. C'est en revoyant chacun de ces éléments. Et donc je vous l'avais dit en début d'épisode, je vous offre l'arbre des valeurs. Pour tous ceux et celles qui sont arrivés à ce niveau-ci de l'épisode, vous m'envoyez sur david.germeau@gmail.com un email intitulé Arbre des valeurs et je me ferai un plaisir de vous envoyer cet outil développé par Paul Chek, l'un de mes mentors dans la formation en tant que praticien tchèque. Eh bien, 10 questions qui vous permettront de définir avec précision ce qu'est votre rythme idéal, ce qu'est vos relations sociales idéales. Vous avez 10 questions auxquelles vous devez pouvoir répondre et investir du temps et des changements et faire des mini-révolutions pour pouvoir finalement, d'ici 6 mois, 1 an, atteindre un équilibre et une sérénité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc pour moi, on a besoin de ces transformations. Sinon, ce sont des sparadraps sur des jambes de bois. Ce sont des raccommodages au bout de ficelle. L'important, c'est de trouver une harmonie. C'est votre harmonie qui va être importante. Ma santé optimale n'est pas la vôtre. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même arbre généalogique, nous n'avons pas les mêmes croyances, les mêmes besoins, le même environnement.
ces mini-révolutions vont vous donner plus d'énergie et plus d'énergie pour pouvoir relever les défis de la vie. C'est une de mes premières vidéos de promotion, ou en tout cas d'explication de ma mission, être en forme pour bien grandir et relever les défis de la vie, parce que des défis de la vie, on en aura toujours. En ce moment, personnellement, j'ai entamé un nouveau travail personnel, dans certains domaines sur lesquels je savais qu'il fallait que je travaille, et j'ai tenté d'y travailler depuis plus de 20 ans. Mais voilà, je dirais que le développement personnel, ou en tout cas la sérénité personnelle, c'est un peu comme un oignon. Et j'ai retiré plein de pelure à mon oignon. J'arrive au cœur. Là, j'ai trouvé une personne extraordinaire qui m'aide énormément sur finalement devenir la réelle personne que je devrais être. Peut-être que c'est la première fois que je vais être en lien avec la personne que je suis réellement. Et ça, c'est passionnant, c'est effrayant, c'est difficile parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est un peu comme si à certains moments je sentais cette nouvelle énergie, cette nouvelle confiance, cette nouvelle vision, et puis hop, je revenais sur des anciens travers. Donc voilà, ça fait partie de la quête du héros de Joseph Campbell. On a, après un certain moment, acquis de nouvelles compétences qui seront mises qui seront testées. Donc il doit vraiment y avoir, lorsque l'on s'engage dans un programme santé, un avant et un après. La personne que vous allez devenir doit être meilleure que la personne que vous étiez il y a 6 mois. Ce qui n'est pas le cas avec les régimes magiques, évidemment, avec les programmes fitness miraculeux. Je le disais en début d'épisode, Tony Robbins dit « Le changement, c'est parfois nécessaire, même si c'est jamais confortable. En ne changeant rien, rien ne change. » Donc oui, je suis d'accord avec lui. Le changement est nécessaire. Ce n'est pas confortable. Il y a des périodes de transition. J'en vis une pour le moment. Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Bon, visiblement, ce n'est pas Einstein qui l'a dit, mais vous comprenez le sens. On ne peut pas atteindre une santé optimale, un changement à long terme, si on ne fait que des programmes temporaires. Si on n'a pas, encore une fois, cette mini-révolution personnelle. Alors, pour terminer cet épisode, avant de vous donner mes conclusions, je vous donne quelques auteurs qui ont travaillé et abordé cette notion de révolution personnelle et du changement de manière systématique par des travaux scientifiques. Vous avez Carol Dweck, psychologue renommée, qui est l'auteur du livre Mindset, The New Psychology of Success. Alors attention, Psychology of Success, effectivement, c'est pas toujours bien vu chez les francophones. Le titre en français, c'est d'ailleurs les 2 clés de la réussite, la confiance en soi et la motivation. Je trouve qu'en français, ça cadre mieux avec ce que je veux vous partager, parce que la psychologie du succès, le succès est parfois... c'est tout et rien, finalement. Le succès, c'est pas spécialement avoir gagné la Coupe du Monde ou d'être sur les plateaux de télé. C'est le succès personnel. C'est quel est votre succès? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous allez estimer votre vie être un succès? C'est la confiance en soi et la motivation. Motivation pour atteindre votre idéal, qui est défini par votre propre vue. Donc elle explore la notion de mindset et l'importance de l'adaptation d'un état d'esprit et de croissance pour réaliser ces changements personnels et significatifs. Un état d'esprit de croissance, ça c'est vraiment important. Le fameux CANI de Tony Robbins, Constant and Never Ending Improvement. Évolution constante et sans fin. J'ai ajouté avec l'une de mes clientes, parce que évolution constante, ça peut mettre de la pression, j'ai paraphrasé, j'ai plutôt dit évolution progressive. Un autre auteur, Charles Duhigg, auteur du livre The Power of Habits, en français Le pouvoir des habitudes, c'est facile, il examine le rôle des habitudes dans notre vie et explique comment les comprendre et les modifier peut conduire à des transformations personnelles et professionnelles durables. Il faut changer nos habitudes. On ne peut pas se dire, je vais juste faire un programme cet été pour une transformation pour la plage, perdre un peu de poids, et puis pour l'hiver, on verra bien. Non, c'est changer vos habitudes. Alors, on en a parlé il y a quelques épisodes, une perte de poids durable, ça se mesure sur une année, même si
On n'est pas obligé d'avoir le même poids toute l'année. On peut avoir des variations de 2 à 3 kilos. C'est tout à fait normal d'avoir un poids idéal qui fluctue par rapport à la température, par rapport à la météo, etc. Ça, c'est normal. Mais pas perdre 15 kilos et en reprendre 10. Angela Duckworth, psychologue et auteur du livre Grit, The Power of Patience and Perseverance, traduit en français, ça c'est l'idéal aussi, l'art de la persévérance. Angela examine le rôle de la persévérance et de la passion. Passion, on a parlé avec Dr. Edouard Van den Bogart dans un précédent épisode, c'est pas spécialement le mot optimal, hein, c'est plutôt la motivation, peut-être la persévérance, oui, dans l'atteinte des objectifs personnels. Quel est votre idéal et pourquoi vous voulez y arriver? En mettant l'accent sur l'importance de la résilience et de la détermination. La résilience est un sujet qui est également extraordinaire à étudier et qui, j'espère, fera partie d'autres épisodes. Et enfin, Gretchen Rubin, auteur du livre Better Than Before, qui n'existe pas encore en français, qui explore les habitudes et les stratégies pour créer des changements durables dans nos vies, avec un avant et un après. Et je pense que ces changements, il faut les faire au niveau physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Il faut le faire au niveau des stimulations physiques, biochimiques, chimiques, climatiques, électromagnétiques, émotionnelles et mentales. Dans les 7 sources de stress qui feront bientôt partie d'un tout nouveau programme. Alors, en résumé, si vous êtes entraîneur, nutritionniste, mais surtout si vous êtes coach et que vous avez la chance d'avoir vécu une transformation avant-après, attention, ne prenez pas votre exemple comme la formule magique. Je vois ça trop souvent. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine, plus de 15 ans que je forme de nouveaux coachs, et je vois des gens avec un enthousiasme extraordinaire qui ont vécu une transformation et qui pensent que cette transformation peut être dupliquée de manière économique et professionnelle à tout le monde. Attention, nous sommes tous et toutes différents. Il y a des bases communes, mais cette quête du héros, ce chemin dans lequel on va tous rentrer à un moment ou un autre, si on en a envie, si on se réveille à un moment ou un autre, eh bien il est personnel, avec des hauts et des bas. Le rôle d'un designer de programme santé comme le mien ou d'un autre expert de la santé, c'est d'accompagner, de pouvoir proposer des options, des stratégies, des changements de comportement qui permettront à la personne d'avancer par étapes. Il y a des moments où on va stagner, des moments où on va accélérer, des moments où on va régresser, mais toujours vers cette progression constante et sans fin. Aux entraîneurs, aux nutritionnistes qui sont dans le métier parce qu'ils sont passionnés, attention aussi, c'est pas parce que ça vous semble être facile pour vous que c'est facile pour tout le monde. Le nombre de fois où j'ai posé la question lorsque j'étais un professeur de gymnastique pour le 3e âge, pendant 3 ans, j'ai travaillé avec une ASBL en Belgique, Gymsana, qui offrait l'activité physique adaptée aux personnes seniors et fragilisées. Le nombre de fois où j'ai posé la question, qui a un bon souvenir de son cours de gym, et où je n'avais que 50% de bras qui se levaient. Donc il y avait 50% de ces personnes qui avaient un mauvais souvenir de l'activité physique, alors que ça devrait être naturel. Les enfants adorent bouger. On devrait être dans cet goût du mouvement, que ce soit à travers la marche, le vélo, le sport intense, les arts martiaux, la danse, quelle que soit l'activité que vous allez faire. Si vous regardez, j'ai toujours cette image un peu légendaire du vieux sage d'arts martiaux qui a pas d'âge, plus de 80 ans, eh bien, a encore cette agilité, cette dextérité, parce qu'il a pratiqué les arts martiaux depuis tout petit. Alors c'est marrant parce que j'ai une autre anecdote cette semaine, c'est que mon beau-père, qui a eu une dizaine de jours à l'hôpital, était avec une autre personne dans sa chambre, et il parlait à mon épouse en disant il y avait un vieux monsieur avec moi qui avait quelques difficultés, donc je l'ai aidé, et puis voilà. Et mon épouse lui demande, mais il avait quel âge ce vieux monsieur? Il doit avoir 85 ou 86 ans. Oui, mais papa, toi t'en as 84. Oui, mais moi je ne suis pas encore vieux.
Donc c'est un monsieur qui a fait du vélo toute sa vie, là il en fait un peu moins, parce qu'il a perdu l'équilibre et qu'il s'est fait mal à une cheville, mais il va systématiquement sortir 15-20 fois de sa maison pour faire 15-20 fois des courses. Il pourrait faire une seule sortie et s'asseoir dans son divan devant la télé, mais non. À 85 ans ou à 84 ans, il est toujours à énormément marcher, et ça, c'est un élément qui est essentiel dans notre statut d'être humain. On n'est pas fait pour rester assis devant un écran, on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. C'est le manque de stress positif, que ce soit du stress physique, biochimique, chimique, qui est un peu entre guillemets climatique, électromagnétique, émotionnel et psychologique. C'est par ce manque de stress positif que finalement nous écourtons notre belle vie sur cette terre et notre longévité. Nous avons besoin aujourd'hui de mini-révolutions dans chacun de ces domaines. J'espère que vous l'avez entendu suffisamment aujourd'hui, parce que oui, la technologie nous offre d'énormes possibilités. Je voyais encore une autre anecdote, mais voilà, je m'emballe un petit peu. C'est marrant parce que j'étais pas avec énormément de créativité, d'idées pour cet épisode, et finalement j'arrive à vous faire passer le message que je voulais faire passer au départ avec plusieurs anecdotes. Mais ce matin, je voyais l'interview de Julien Cohen, que je ne connaissais pas, et qui disait il était un peu effaré parce que il parlait de sa fille qui a 17 ans et qui était relativement mauvaise en français et qui dernièrement a fait un super travail. Elle dit comment as-tu fait? Elle leur a expliqué, voilà, j'étais sur ChatGPT, j'ai mis tous les desiderata de mon exercice en français à faire, avec le style, avec l'information, avec la structure que je voulais, et voilà ce que ça donne. Elle était relativement étonnée et en même temps relativement effrayée de cette nouvelle génération qui va pouvoir bénéficier de ce genre d'outils d'intelligence artificielle au profit non pas de leur propre intelligence, mais finalement d'une société de consommation. Parce qu'on va pouvoir consommer de plus en plus, et malheureusement, comme il le décrit, être la prochaine génération A, non pas la génération Z qui devient une génération A, comme absolute, mais abrutie. Alors il était assez intense dans son analyse, mais oui, le danger, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec la technologie, ça atteigne notre qualité de vie physique, émotionnelle, psychologique. Depuis 3 ans, on voit les problèmes de santé mentale exploser partout dans les pays occidentaux. On le sait depuis très longtemps, j'ai oublié son nom, mais il y a un excellent livre qui est intitulé The Last Child in the Wood, et cet expert a pu démontrer que le fait que les enfants ne jouent plus à l'extérieur, ça diminuait énormément de qualité psychomotrice, émotionnelle et mentale. Et bien si demain la jeune génération ne doit même plus faire d'efforts pour pouvoir réfléchir, étudier, eh bien on aura justement une génération qui sera de moins en moins adaptée finalement à sa condition d'être humain dans quelques décennies, et il va falloir trouver de nouvelles solutions. Mais par qui sera trouver ces solutions? Des études il y a quelques années ont montré la diminution du quotient intellectuel moyen de la population. Il y a de moins en moins de surdoués et de plus en plus de crétins sur Terre. Sachant que le crétinisme est une maladie qui est en partie diagnostiquée par le niveau du QI. Et si vous avez un QI de moins de 70, eh bien vous êtes considéré comme un crétin. Il y a une définition qui pourrait être nuancée. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Donc, en conclusion, si vous êtes coach, entraîneur, nutritionniste, coach de vie, le secret de la réussite de vos clients, c'est une mini-révolution personnelle et pas le copier-coller de votre propre expérience. Bien sûr que votre propre expérience, je l'ai dit, dans les 3 critères qui devraient nous aider à choisir les bonnes personnes, c'est 1, que la personne ait un bon bagage scientifique, une bonne formation de base, 2, que cette personne soit toujours dans la recherche, et 3, que cette personne ait des contacts avec une clientèle, avec des êtres humains. Si en plus vous avez une expérience personnelle, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez que cette expérience personnelle,
faites attention aux raccourcis par rapport au manque de compétences et de compréhension de la physiologie et un manque de peut-être d'expérience avec l'être humain. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on est 7 milliards de personnes différentes. Pour les autres, oubliez les pilules magiques, j'espère que vous l'avez compris. Engagez-vous dans cette réflexion avec l'arbre des valeurs que je vais pouvoir vous partager si vous m'envoyez un email sur david.germo@gmail.com. Trouvez la motivation qui vous permettra d'aller au-delà de tous les obstacles qui pourraient se mettre en travers de votre parcours. Et je terminerai avec cette superbe métaphore. Je l'ai déjà partagée, mais je l'adore cette métaphore. Elle est reprise par 2 auteurs, une auteure espagnole et un auteur français qui a immigré en Suisse, et qui est la métaphore du Graal. D'ailleurs, j'ai utilisé cette métaphore dans mon premier livre que vous pouvez trouver sur Amazon, le Graal du voyageur moderne. Mais quelle est la métaphore du Graal? Tout simplement que votre cœur est en fait le Graal. Rappelez-vous, les 12 chevaliers de la table ronde, d'Excalibur et de la quête du Graal. Le Graal qui, soi-disant, vous amène la vie éternelle avec le sang du Christ. Eh bien, c'est une métaphore. Parce que les 12 chevaliers de la table ronde, ce sont les 12 paires de côtes que vous avez, avec Excalibur qui est votre sternum. La table ronde, c'est votre diaphragme, sur lequel est posé le Graal. Et si vous regardez l'anatomie du cœur, eh bien, on peut, avec l'anatomie du cœur et ses différents ligaments, si on retourne, on a un Graal. Le sang, non pas du Christ, mais le vôtre. La vie éternelle, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et cette quête est donc une quête personnelle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire comment fonctionne justement le monde terrestre et le monde spirituel. C'est la quête dans laquelle je vous invite à vous plonger. Observez grâce à l'arbre des valeurs dans quel domaine vous devriez faire ces mini-révolutions. Faites une analyse de votre santé, voyez dans quel domaine vous avez envie de retrouver la sérénité, la forme, le bien-être, et investissez-vous, non pas pour cet été, qui arrive bientôt, puisque nous sommes aujourd'hui jour du solstice d'été, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais pour le reste de votre vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ne savais pas jusqu'où cet épisode m'emmènerait. Je manquais, comme je le disais tout à l'heure, d'un petit peu de créativité pour cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Ça demande énormément de travail de vous offrir ces podcasts pour vous inspirer, vous ouvrir de nouvelles perspectives et je l'espère que vous puissiez entamer votre quête de la santé optimale. Et d'ici notre prochain épisode, prenez soin de vous.